Les menteurs pathologiques naissent-ils ainsi ou sont-ils façonnés par les circonstances? À la fin de cette histoire, vous devrez décider seul. Mais cette histoire ne porte pas sur les mensonges, mais sur une nuit qui a rendu célèbre une ville d'ordinaire tranquille. L'histoire débute avec la disparition inexpliquée d'une jeune femme, laissant place à un mystère qui obsède une personne déterminée à découvrir la vérité. C'est le cas de Tove Tonis, une étudiante en médecine de 21 ans, joueuse de football et professeure remplaçante avec un avenir prometteur. Mais le 15 octobre 2022, Tove est sortie un soir avec des amis et n'est jamais rentrée à la maison. Avant de commencer, 95% d'entre vous qui regardez cette vidéo n'êtes pas abonnés. Pourquoi est-ce ainsi? Likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ne manquez aucun de mes épisodes hebdomadaires. Bienvenue sur Crimes Anatomy, cas de véritable crime. Victor, votre hôte. Entrons dans le vif du sujet. Nous sommes à la mi-octobre à Vetlanda, en Suède, une petite ville soudée de seulement 14 000 personnes. Un lieu où peu de choses se produisent. Les voisins se connaissent égaux par leur prénom et les soirées se terminent souvent par une balade paisible jusqu'au domicile. Mais ce soir, c'était différent. Quelque chose allait se passer. Quelque chose qui laisserait cette communauté paisible à la recherche de réponses. Tove Tonis était chez elle avec son copain Albin. Les deux se détendaient, jouaient à Minecraft et discutaient avec des amis sur Discord. Vers minuit, leur ami Mohamed a suggéré de sortir. Après tout, c'était l'Oktoberfest et la ville était en pleine célébration. Tove a décidé de rejoindre Mohamed et son frère, Amir. Elle a donc pris son vélo et a pédalé seulement 10 minutes jusqu'à Nué, un bar local populaire et lieu de divertissement. Cependant, Albin est resté s'occuper du chien. Tove est arrivé à Noët vers minuit 10 et a rencontré Mohamed et Amir peu de temps après. Noé n'est de pas seulement un bar, c'est aussi un restaurant, une salle de bowling et parfois même une salle de concert. Comme il fermait à 1h du matin, ils avaient ces moins d'une heure à passer à l'intérieur, après quoi ils se sont séparés. À 1h08 du matin, Albin a reçu un texto de Tove, mais ce n'était pas le genre de message qu'il attendait. Il disait « Johanna m'a frappé ». Albin l'a appelé immédiatement. Tove l'a rassuré qu'elle allait sien et a promis d'expliquer tout quand elle rentrerait à la maison. Mais voici le truc. Tove et Johanna avaient une liaison. Ils étaient amis par le passé, mais leur relation s'était détériorée pour des raisons que nous examinerons plus tard. À 1h49, Albin a de nouveau appelé Tove, alors qu'il allait se coucher. Il voulait prendre de ses nouvelles une dernière fois. Tove a informé qu'elle se rendait chez Johanna pour résoudre leur conflit. Albin trouvait que c'était une mauvaise idée. Il pouvait entendre Johanna et son amie Maya en arrière-plan, mais il savait que Tove était persistante. Il lui a demandé d'être prudente et de l'appeler si quelque chose allait mal. Le lendemain matin, Albin s'est réveillé et a constaté que Tove n'était pas rentrée. Elle n'avait pas appelé ni envoyé de message. À 5h46 du matin, il a tenté de l'appeler sur Snapchat. Pas de réponse. Il a essayé de nouveau 1 minute plus tard. Toujours rien. Encore groggy, Albin se rappela que Tove avait parlé de l'appartement de Johanna. Malgré l'heure matinale, il appela Johanna à 5h53. Pas de réponse. Mais vers 6h du matin, Johanna l'a rappelé. Ils ont parlé pendant 5 minutes. Johanna a prétendu qu'elle venait de sortir de la douche et a dit que Tove avait quitté son appartement des heures plus tôt, vers 3h du matin. Avec cette information, Albin a supposé que Tove avait dû aller chez son père. Il a appelé son père Peter sans réponse. Albin a supposé que le téléphone de Tove devait être mort et qu'elle avait probablement dormi chez son père après une after-party. Épuisé, il s'est rendormi. Mais quelques heures plus tard, Tove n'était toujours pas rentrée à la maison à son réveil. Elle n'a pas répondu à ses appels ni contacté. Il a su par Peter que Tove n'avait pas non plus donné signe de vie de la nuit. Maintenant, Albin paniquait. Les deux hommes ont décidé ensemble de la chercher. À 9h53, Albin a appelé Johanna une fois de plus. Johanna a réitéré son histoire lors d'une discussion de 5 minutes. Tove avait quitté son appartement il y a des heures. Pendant ce temps, Peter a trouvé le vélo de Tove à seulement 100 à 200 mètres de l'appartement de Johanna. Il était déverrouillé, le panier vide, mais Tove était introuvable. À 4h19 de l'après-midi, après des heures de recherche sans aucune trace de Tove, la famille a déposé un avis de personnes disparues auprès de la police. Le tribunal a noté que Tove,
Mesurant 160 cm, avec une corpulence normale et des cheveux roux bouclés, avait son portable et sa carte de crédit sur elle. Tove était bien connue à Vetlanda. Certains savaient qu'elle était en sabbatique pour 1 an, prenant du temps pour réévaluer sa vie, mais d'autres savaient aussi qu'elle prenait des antidépresseurs et se demandaient si elle avait pris la fuite. Cependant, sa famille et ses amis insistaient sur le fait qu'elle était de bonne humeur et n'avait aucune raison de partir. La police a intensifié les recherches et a entamé la collecte d'indices. Ils ont interrogé les clients de Noët Motoy qui ont confirmé qu'il y avait eu une altercation cette nuit-là, bien que les détails soient flous. Les amis de Tove ont réaffirmé qu'elle passait un bon moment avant l'altercation. Les dernières personnes qui semblent avoir eu un contact avec Tove étaient Johanna et Maya. Le vélo de Tove ayant été trouvé près de l'appartement de Johanna, la police s'est concentrée sur cette zone. Lorsqu'ils ont interrogé les personnes du quartier, un des voisins de Johanna prétend avoir entendu un grand bruit cette nuit-là. La relation était si forte que le père et le fils sont allés chez Johanna pour prendre de ses nouvelles. En interrogeant Johanna elle-même, elle a insisté sur le fait que Tove avait quitté son appartement à 3 heures du matin, après quoi elle est allée chercher des McDonald's avec son voisin, les mêmes qui sont venus prendre de ses nouvelles. Johanna a admis qu'elle et Tove étaient de très bonnes amies depuis, mais que leur relation s'était détériorée à cause de disputes, d'alcool et de problèmes personnels. Ce printemps-là, elles ne se parlaient plus du tout. Johanna a décrit Tove comme une personne qui luttait contre l'automutilation, l'alcool et ce qu'elle a appelé un comportement de recherche d'attention. Johanna a aussi mentionné la dispute avec Tove au bar ce soir-là. Elle a dit qu'elle passait un bon moment avec Maya et une autre amie quand Tove s'est soudainement approchée d'elle et a dit « Johanna, comment te sens-tu ? Tu es la pire personne au monde. » Johanna a dit qu'elle avait demandé à Tove de la laisser tranquille, mais ensuite Tove s'est jetée sur elle, la frappant à la tête. Johanna a insisté sur le fait que si ses amis n'étaient pas intervenus, elle aurait pu être gravement blessée et elle a parlé à la sécurité pour empêcher que la situation ne dégénère. Après, elle voulait faire amende honorable, alors elle a calmement invité Tove dans son appartement pour discuter, ce à quoi Tove a accepté. À 3 heures du matin dans leur appartement, le duo s'est étreint avant de se quitter. Johanna a affirmé qu'elle n'avait aucune idée de l'endroit où Tove était allée après cela et apparemment personne d'autre ne le savait non plus. Oh, et ce bruit fort qui a réveillé ses voisins. Johanna a expliqué que lorsque Maya est tombée malade, elle a vomi et est tombée sur le sol de la salle de bain causant ce bruit sourd. Johanna a affirmé qu'elle avait nettoyé le désordre elle-même et après avoir aidé une amie Maya à se lever, elle a demandé à Tove de partir pour qu'elle puisse aider davantage Maya. Tove est partie vers 3 heures du matin et ensuite Johanna a décidé de prendre de la nourriture pour Maya pour l'aider à se sentir mieux. C'est alors qu'elle a rencontré son voisin qui lui a proposé d'aller au McDonald's. À ce stade, c'est tout ce dont disposaient les détectives. Ils n'avaient toujours pas trouvé Tove ou son téléphone portable, mais ils ont pu localiser son téléphone portable en utilisant un réseau mobile, et cela racontait une histoire très différente. De 2,47 à 3,08, son téléphone a été localisé entre l'appartement de Johanna et McDonald's. De 3,08 à 3,45, il s'est resté à l'appartement de Johanna. Le dernier signal a été à 3,50, localisé loin. Aucune activité détectée après. Si Tove avait quitté l'appartement de Johanna à 3 heures du matin, pourquoi son téléphone indiquait-il la même position que celui de Johanna ? Une autre incohérence dans l'histoire de Johanna est qu'elle a mentionné ne pas avoir vu le vélo de Tove en rentrant de McDonald's. Cependant, son voisin qui est allé à McDonald's avec elle a contredit cela en affirmant que le vélo était toujours garé là-bas lorsqu'ils sont revenus. Les gens en ville avaient des opinions tranchées sur Johanna et rejetaient sa représentation du caractère de Tove. La propre sœur jumelle de Tove, May, a révélé qu'elles avaient toutes deux eu une brouille avec Johanna et avaient cessé de lui parler. L'une des raisons étaient les nombreuses fausses rumeurs que Johanna répandait, comme celle de Tove trompant son petit ami. Un des ex-petits amis de Johanna a prétendu qu'elle avait essayé de mettre le feu à son appartement bien qu'il ne l'ait jamais signalé à la police. De plus, le 6 janvier de cette année-là, quelqu'un avait mis le feu à la porte d'entrée de la famille de Tove et May. Les relevés téléphoniques de Johanna ont révélé qu'elle était dans les environs au moment des faits, selon les enquêteurs. La police a fouillé l'appartement de Johanna. L'appartement sentait fort les produits nettoyants, surtout dans la salle de bain. Les enquêteurs ont noté un rouleau de sacs poubelles noirs, une boîte de vin et 2 verres à vin.
Il semblait étrange que quelqu'un nettoie son appartement si minutieusement mais ignore les verres à vin. Les voisins de Johanna, un père et son fils, ont entendu 4 gros bruits venant de son appartement cette nuit-là. Ils ont aussi entendu des bruits semblables à des coups de pied. Lorsqu'ils ont frappé à la porte, personne n'a répondu. Le père est rentré, mais le fils est resté dehors. Peu après, Johanna est apparue et a discuté avec le fils, qui a offert de l'emmener au McDonald's. Le récit de Maya correspondait à celui de Johanna. Il semblait qu'il se soit passé quelque chose de bien plus sinistre à l'intérieur de l'appartement que ce qui était admis. Les détectives avaient besoin de plus de preuves pour trouver Tove, bien qu'ils craignaient ce qu'ils pourraient découvrir. Des bénévoles et des équipes de recherche cherchaient Tove. Des semaines plus tard, la police scientifique a retourné les données téléphoniques de Maya et Johanna montrant des mouvements étranges. Les 2 téléphones étaient des silencieux à 3 heures du matin, mais celui de Johanna est redevenu actif à 4 heures du matin. Le téléphone de Maya est revenu en ligne à 5h22. Puis est venue une percée. Le téléphone de Johanna a émis un signal dans une forêt à l'est d'Atlanta, entre 4h25 et 4h50 le matin du 16 octobre. Les officiers et les chiens de recherche se sont rendus en forêt et ont rapidement remarqué une paire de pieds allongés près de la route. En s'approchant, on pouvait voir un corps humain partiellement brûlé allongé sur le dos. On a confirmé plus tard que le corps était celui de Tove Etane. Elle a finalement été découverte le 2 novembre, 17 jours après qu'elle a été signalée disparue. Des draps et des sacs poubelles déchirés, similaires à ceux de l'appartement de Johanna, se trouvaient à proximité. Il est clair que son corps a été brûlé, et pour soutenir encore plus que c'était Johanna qui l'a fait, car le 16 octobre, la vidéosurveillance la montrait en train d'acheter 3 bouteilleuses de pétrole chimique ou de fluide pour briquet, 3 paquets de lingettes humides et un drap blanc. Elle a payé 170 couronnes suédoises en utilisant son portefeuille Apple, et son reçu était horodaté à 11h36 du matin. Elle a ensuite été vue en train de partir en voiture, probablement vers le lieu pour brûler le corps de Tove. Johanna et Maya ont été arrêtées. Lors de l'interrogatoire, Johanna et Maya ont fermement nié toute implication dans la mort de Tove. Même confrontées à des preuves accablantes, des photos, des relevés téléphoniques et des aiguilles de pin de la forêt trouvées sur le lit de Johanna et la veste de Maya, les 2 femmes ont refusé de céder. Mais Johanna a toujours eu une explication pour les preuves. Maintenant, elle prétendait qu'elle et Maya avaient de visiter la forêt pour manger un gâteau au hash ou au cannabis, et c'est pourquoi elle avait hésité à en parler aux officiers au départ. Mais lorsque Maya a été interrogée à part à ce sujet, elle n'a jamais mentionné avoir mangé du hash dans la forêt. Elle a souligné que cela ne s'était jamais passé. Johanna a même essayé de faire porter le soupçon sur son voisin, celui qui l'avait conduite chez McDonald's et ramenée. Il y avait d'autres explications, mais aucune n'était convaincante. Tous les signes pointaient toujours vers les mouvements de Johanna et Maya. Des preuves plus accablantes sont apparues. 50 acides désoxyribonucléiques de Tove a été trouvé sur la banquette arrière de la voiture de Johanna et dans la salle de bain, confirmant que son corps a été transporté dans la forêt. Après 2 mois et demi, Johanna, 20 ans, a finalement décidé de dire la vérité. En quelque sorte. Elle a fait une confession, mais son histoire était truffée d'incohérences. Selon Johanna, elle montrait à Tove sa salle de bain rénovée. Mais Tove a rudement repoussé cela, menant à une altercation verbale. Johanna a affirmé que pendant ceci, Tove l'a attaquée. Selon Tove, elle m'a donné un coup de pied, alors je me suis assise sur elle. « Qu'est-ce que tu fais, mon sang ?» Puis, elle a mis ses mains autour de mon cou. Alors, j'ai mis mes mains autour de son cou et poussé. Elle a sursauté et toussé, puis c'était le silence. C'est alors que mon cerveau s'est déconnecté. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Après un moment, le silence était total. Johanna a dit qu'elle et Maya ont essayé de sentir le pouls de Tove mais ne savaient pas ce qu'elle faisait. Elle a affirmé que Maya l'avait aidée pendant la lutte en retenant les bras de Tove, suggérant qu'elle l'avait tué ensemble par accident. Mais la police n'était pas convaincue. Le rapport du légiste a montré une pression constante et prolongée, cohérente avec une strangulation intentionnelle, pas un accident. Selon la déclaration de Maya, elle n'avait jamais été impliquée dans la bagarre. Elle a déclaré qu'elle dormait pendant l'incident et qu'elle n'a découvert le corps sans vie de Tove qu'après s'être réveillée. Elle a admis avoir aidé Johanna à déplacer le corps uniquement parce qu'elle était sous pression et qu'elle a agi par peur. Le procès de Johanna Jansen et Maya Hellman pour le meurtre de Tove Tanez a commencé le 27 mars 2023.
La défense a tenu des propos audacieux. Ils ont soutenu que Tove s'était étouffé accidentellement avec son vomi suite à une consommation excessive d'alcool ce soir-là. La défense de Maya a fermement nié son rôle dans l'immobilisation des bras de Tove. Mais le rapport du coroner a noté que les bras de Tove auraient pu être pressés contre une surface plate, comme un sol. Bien que non définitif, cela a ajouté un doute sur le récit de la défense. L'un des moments les plus bizarres du procès est survenu lorsque Johanna a admis avoir mis le corps de Tove en feu. Son explication ? Elle a prétendu qu'elle l'a fait parce qu'elle ne voulait pas que Tove se sente seule dans la forêt et croyait que Tove aurait voulu être incinérée. L'historique des recherches téléphoniques de Johanna révèle des requêtes choquantes, comme comment assassiner quelqu'un discrètement et comment être la prison. Le téléphone de Maya a montré des recherches similaires. Lorsqu'on l'a interrogée sur son historique de recherche, spécifiquement sur comment assassiner quelqu'un discrètement, Johanna a insisté sur le fait qu'elle cherchait des paroles de chansons pour rimer avec le mot « discret ». Johanna avait également écrit une chanson de haine pour Tove et sa sœur jumelle May, et dans la note révélatrice sur son iPhone, elle s'était rappelée de nettoyer sa voiture immédiatement après l'incident. Quel était donc le mobile de ce crime ? Eh bien, en me basant sur mes recherches, je pense que le meurtre de Tove Tanness semble avoir été motivé par une escalade de l'animosité personnelle, de la jalousie et de la manipulation psychologique qui ont culminé en un acte violent. Les preuves comportementales et circonstancielles indiquent une vengeance profondément personnelle, enracinée dans l'hostilité de Johanna envers Tove, aggravée par la passivité de Maya et sa complaisance morale. Dans le cas de Johanna, de nombreux éléments prouvent une hostilité grandissante. Par exemple, cette chanson haineuse qu'elle a écrite. Cela découle sans doute d'une envie inassouvie, d'un ressentiment ou d'un désir de domination. Les recherches sur l'agression interpersonnelle soulignent que lorsque le harcèlement est soutenu, comme la propagation de rumeurs ou l'humiliation publique, cela s'intensifie souvent lorsque l'auteur perçoit sa cible comme une menace pour son statut sociétal ou son image de soi. Il est probable que Johanna se sentait menacée par Tove, et c'est pourquoi elle inventait toutes ces fausses accusations. Johanna voulait nuire à la relation et à la réputation de Tove et l'isoler socialement. En 2018, le Federal Bureau of Investigation a diffusé une étude analysant l'incendie criminel comme prélude à un homicide. Les relevés de téléphones portables ont indiqué que Johanna était près de l'appartement de la famille de Tove lors de l'incendie criminel. Cela suggérait probablement qu'elle était là et cet incendie volontaire est souvent considéré comme un acte symbolique de destruction en criminologie. Il représente l'envie d'un auteur de supprimer ou de dominer sa cible. L'incendie aurait pu viser à intimider Tove ou à détruire son sentiment de sécurité. Des études ont montré que les incendiaires qui ont des griefs personnels contre leur cible passent souvent à une violence plus directe si on ne les arrête pas. Je crois que c'est aussi un exemple d'agression qui s'intensifie. Johanna a aussi employé des techniques d'isolement social. En répandant de fausses rumeurs sur Tove, Johanna l'a présentée comme une personne peu fiable, visant à briser son réseau de soutien et à la rendre plus vulnérable à d'autres attaques. Et, comme Tove était en sabbatique cette année-là, l'une des nombreuses raisons étant de se concentrer sur sa santé mentale, il se pourrait que ces attaques aient eu une influence sur elle au fil du temps. En examinant le rôle de Maya, ou plus précisément sa complaisance et son échec moral à agir, la théorie du désengagement moral du psychologue Albert Bandura explique comment les individus rationalisent les actions nuisibles. Maya a peut-être minimisé son rôle ou transféré la responsabilité sur Johanna parce qu'elle pensait que Johanna lui avait fait faire cela, et cela a atténué son sentiment de culpabilité. Cela pourrait expliquer pourquoi elle n'a demandé aucune aide ni révélé la vérité tous ces mois après que le crime ait eu lieu. Tove a peut-être, sans le vouloir, ébranlé le statut social, les relations ou l'estime de soi de Johanna, déclenchant ainsi sa jalousie pathologique. Et ce désir de contrôle, ce schéma de harcèlement, des rumeurs à l'incendie volontaire, suggère un besoin de dominer ou même d'effacer totalement la présence de Tove. Enfin, la dynamique de groupe. Johanna et Maya fonctionnaient en duo et leurs interactions auraient pu renforcer le comportement destructeur de Johanna. Le besoin de dominance de Johanna et la conformité de Maya en tant qu'amie auraient pu créer cette boucle de rétroaction positive de violence croissante qui a finalement conduit à la destruction de Tove. En 1995, l'université d'Urbana-Champaign a publié une recherche sur l'agression relationnelle qui montrait que les filles aussi jeunes que 6 ans avaient une agression relationnelle beaucoup plus élevée que les garçons. Cela se manifeste par une agression verbale ou physique et est alimenté par des conflits interpersonnels. Après des années d'agressions relationnelles non vérifiées, non corrigées et certainement impunies, les crimes de Johanna ont culminé cette matinée d'octobre 16.
Le 19 avril 2023, Johanna et Maya ont toutes deux été condamnées à la réclusion à perpétuité pour meurtre et violation grave d'un corps. Cela a marqué un moment historique, la première fois qu'une telle sentence a été prononcée contre une femme de moins de 21 ans en Suède. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En appel, en octobre 2023, la peine de Johanna a été réduite à 16 ans de prison. Maya a été totalement acquittée des accusations de meurtre. Elle est restée condamnée pour violation grave d'un corps, mais a été libérée, ayant déjà purgé 12 mois de détention. Mais encore une fois, il y a plus. Selon Aftonbladet, Johanna a tenté de s'échapper de la prison pour femme de Innsbruck la veille du Nouvel An 2023. Son plan, avec une autre détenue, consistait à maîtriser et à utiliser une pince à épiler pour aveugler un gardien dans les 2 yeux et à s'échapper avant qu'il ne puisse donner l'alarme. Lors de la découverte de leur projet lors de l'inspection, elle a été transférée dans une autre prison d'où elle sortira dans moins de 15 ans. Bien que personne ne puisse dire avec une certitude absolue ce qui est arrivé à Tove cette nuit-là, car il y a eu des mensonges incessants de la part des 2 femmes, en particulier Johanna, je ne peux m'empêcher de penser que le monde a perdu un potentiel professionnel médical. Et comment la société peut-elle faire confiance à une personne comme celle-ci qui ne cesse de mentir avec les explications les plus ridicules ? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour les prochains cas.